Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Au sommaire de cette édition du 11 août 2022, une élève de Kirundo est introuvable depuis 2 mois après avoir été engrossée par le directeur de son école. Les détails à suivre au cours du journal. Et le cabinet du président de la République accuse certains présidents des cours et tribunaux d'avoir violé la Constitution dans l'affaire Pacific Tobacco International. Et la carence d'ambulances fait souffrir les habitants des communes Vugizo et Mabanda. Nous sommes dans la province Makamba. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Sécurité pour commencer. Hier matin, le cadavre d'une jeune fille de 14 ans a été découvert dans un champ de bananeraies situé sur la colline Rugunga, commune Giranga. Nous sommes dans la province Bubanza. Selon des sources administratives, la victime était originaire de la colline Chimbizi. Ceux qui ont vu ce corps indiquent que la jeune fille a été étranglée. Jusqu'à présent, l'on ignore et les mobiles et les auteurs de cet assassinat. Une autre fille de Kirundo, cette fois, est introuvable depuis 2 mois. Son âge est compris entre 16 et 17 ans. Cette élève avait été engrossée par le directeur de son établissement scolaire, l'école fondamentale Rugassa, située en commune Bugabira. Le directeur communal de l'enseignement à Bugabira est accusé d'avoir protégé son directeur, Éloge Divin Remesh. Il a été baptisé Evelyne Twishime par ses parents et a arrêté ses études en 7e année à l'Ekofo Lugassa 3, situé en zone Kigoma, commune Bugabira de la province Kirundo. Twishime Evelyne a été enceintée par le directeur de cette école, le nommé Anissé Nifacha, qui est également responsable des Imbonerakure en zone Kigoma. Au mois de juin dernier, Anissé Nifacha a décidé d'amener Evelyne Twishime dans un lieu inconnu jusqu'à l'heure actuelle par sa famille, comme le révèle son voisin. Ce directeur a fait des magouilles et a pu convaincre cette fillette de partir avec lui dans une autre localité. C'est la petite sœur d'Evelyne qui a dit à leurs parents qu'elle l'avait accompagnée jusqu'au centre Nzuka chez un commerçant de thé et y a déposé une mallette avant de partir. Par la suite, ses parents sont partis pour s'enquérir de la situation auprès du commerçant et ce dernier leur a dit que c'est le directeur Anissé qui est venu récupérer la mallette par après. Les sources de la RPA en zone Kigoma indiquent que Anissé Nifacha a également falsifié les documents d'Evelyne Twishime et lui a donné le nom de la cause pour brouiller les pistes. La famille d'Evelyne a essayé de porter plainte contre Anissé Nifacha, mais sans succès. Nos sources révèlent qu'un certain Samuel Ndaïdi-Guié, directeur communal de l'enseignement de Bugabira et également beau-frère d'Anissé Nifacha, a tout fait pour que ce dernier ne soit sanctionné. Contacté à ce propos, le DCE Samuel Ndaïdi-Guié nous a dit qu'il avait déjà réglé cette affaire et que même les parents lui ont signifié qu'ils savent où se trouve actuellement la fillette. C'est moi en personne qui ai convoqué les parents et ils m'ont dit qu'ils sont au courant de l'endroit où se trouve leur fille, que donc il n'a aucun souci. Nous avons par la suite fait un rapport et ils m'ont également signifié que tout ce qu'il venait de dire, il avait également dit devant le procureur. Si tu veux avoir d'autres détails, il faut demander au procureur. Contacté à ce propos par la RPA, Ndeme Jean-Claude, procureur de la République en province de Kirundo, nous a dit ne pas être au courant de ce dossier. Tu es journaliste de quelle radio? RPA. Ego. Tout à fait. Non, personnellement je ne connais pas ce dossier et il ne m'est pas encore parvenu. Je ne connais rien de ce dossier. Certains parents de la zone Kigoma demandent ainsi que le directeur Anissé Nifacha soit puni conformément à la loi, car ce n'est pas la première fois qu'il est cité dans de tels actes de viol sur mineurs.
Je vous le disais dans les titres, les présidents de la Cour suprême, de la Cour d'appel et du tribunal de commerce de Bujumbura ont violé les lois et la constitution du Burundi. Ils ont également porté atteinte à la société Pacific Tobacco International. C'est ce qu'a conclu la commission technique des experts du cabinet du président de la République qui se base sur les ordonnances d'exécution de 2 jugements rendus. Les détails avec Josiane Mouzanez. L'origine des faits remonte au 2 juin 2003, date à laquelle Maître Kabayabaya Onésime, agissant comme avocat conseiller d'un certain Moussi Évariste, a saisi le tribunal de commerce de Bujumbura pour demander une ordonnance d'expulsion d'un certain Ndaishimiye Epipode de son immeuble situé au quartier industriel de la ville de Bujumbura. En date du 20 novembre 2003, une ordonnance d'expulsion fut rendue par le président du tribunal de commerce de Bujumbura. Cette ordonnance précisait clairement que l'expulsion concernait Ndaishimiye Epipode, qui par ailleurs avait déjà déménagé sa petite menuiserie, mais l'exécution a été faite illégalement contre la société Pacific Tobacco International alors qu'elle n'avait été ni appelée ni entendue dans ce procès. Cette dernière sera complètement saccagée, cambriolée, détruite et anéantie le 3 février 2004 par une foule de plus de 250 personnes qui visiblement avaient été préparées pour ça. Le coffre-fort contenant 285 000 €, 22 600 $ américains et 18 500 000 francs burundais, équivalent à l'époque à 18 500 $ américains, fut retrouvé quelques jours après, éventré dans un caniveau du quartier de Buyenzi. Pour enterrer définitivement Pacific Tobacco International, son immeuble situé au quartier industriel chaussée d'Ouvira numéro 42, d'une valeur d'1 million de $ américains, a été irrégulièrement vendu le 17 janvier 2014 pour des intéressés, une créance de 41 000 $ américains et au profit d'un créancier fictif du nom d'Okachelewa Lekisha, inventé de toutes pièces par maître Onésime Kabayabaya et un certain Awonimana Richard. Cette vente a été faite en toute illégalité par la direction des titres fonciers en exécution de l'ordonnance de la Cour d'appel de Bujumbura, alors que la société Pacific Tobacco International avait saisi le tribunal de grande instance en mairie de Bujumbura en annulation de la vente publique et aux enchères de son immeuble. Pacific Tobacco International réclamait toujours la comparution du fictif Kachelewa, mais la Cour d'appel de Bujumbura eut l'astuce dans son jugement de dire que les faux mandats du fictif Kachelewa n'ont jamais été exhibés. Pourtant, maître Kabayabaya avait confirmé dans ses conclusions l'existence des mandats de Kachelewa à Awonimana Richard et on a même versé copie dans la cour d'appel. Paradoxalement, celle-ci niera l'existence des 10 mandats dans son arrêt pour la simple raison de faciliter l'effacement du fictif Kachelewa Lekisha, puisqu'il n'existe pas du tout en réalité. Pourtant, ces mandats étaient de vrais faux, car les signatures du prétendu Kachelewa sur les 2 mandats ne se ressemblent pas. Dans ce rapport, la commission technique des experts du cabinet du président de la République avait qualifié d'illégaux, d'arbitraires et contraires à la constitution du Burundi tous les actes posés dans toutes ces affaires par les présidents de la Cour suprême, de la Cour d'appel et du tribunal de commerce, l'État ayant l'obligation d'indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes. La commission technique avait conclu que l'État burundais est responsable des dommages causés par les magistrats cités à Pacific Tobacco International. Ainsi, la commission avait suggéré un règlement à l'amiable entre l'État du Burundi et la société Pacific Tobacco International pour calculer le montant des dommages et intérêts à accorder à Pacific Tobacco International. En l'absence de ce règlement à l'amiable, ces dommages et intérêts qui aujourd'hui s'élèveraient à plus de 100 milliards de francs burundais continuent à augmenter chaque jour. Et les agences d'emploi privées qui désirent envoyer une main-d'œuvre burundaise à l'étranger sont désormais régies par une nouvelle loi. Selon l'ordonnance ministérielle du mois dernier, toute agence qui veut se lancer dans cette activité doit verser à la Banque centrale 150 millions de francs burundais après approbation de son dossier. Les détails avec Inès Gakiza. C'est l'ordonnance ministérielle numéro 204/570/1018/2002 du 7 juillet cette année qui va régir les agences d'emploi privées désirant exercer les activités de recrutement des travailleurs migrants burundais. Dans son article 12, il est stipulé que toute agence privée désirant faire cette activité doit demander et obtenir le certificat
certificat de licence auprès du ministère ayant les affaires étrangères dans ses attributions pour qu'une agence d'emploi privée soit autorisée à commencer ses activités, l'article 13 de cette ordonnance ministérielle stipule que l'agence doit ouvrir un compte bancaire en devise à la Banque centrale du Burundi, la BRB, un compte sur lequel sera mis les salaires de la main-d'œuvre envoyés dans les pays ayant des accords avec le Burundi, comme le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, l'a annoncé au mois d'avril de cette année lors de la présentation devant l'Assemblée nationale du projet des lois portant les accords d'envoi de la main-d'œuvre burundaise en Arabie Saoudite. L'agence d'emploi privée qui souhaite faire cette activité doit verser sur un compte bancaire de la BRB une somme de 50 millions de francs burundais. Selon cette ordonnance, cette somme servira de réparation en cas de préjudice subi par le travailleur migrant burundais envoyé par la dite agence. Dans cet article, d'autres exigences ont été évoquées pour l'approbation de l'agence, dont entre autres avoir une coopération avec d'autres agences exerçant les mêmes activités dans les pays où l'agence burundaise souhaite envoyer les travailleurs. Dans l'article 14, il est stipulé que l'agence ou la société dont le dossier est approuvé doit verser une autre somme de 100 millions de francs burundais sur un compte du trésor public à la BRB pour sa licence. La licence en question a une validité de 2 ans et en cas d'expiration de licence, lit-on à l'article 15 de la même ordonnance ministérielle, le renouvellement exige un paiement de 50 millions de francs burundais. À l'étape d'envoi des migrants, l'agence verse à la BRB une somme de 100 000 francs burundais par personne, précise cette fois-ci l'article 19. Une somme accompagnant le dossier d'identification du travailleur, un dossier qui sera ensuite envoyé au ministère ayant les affaires étrangères dans ses attributions. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des dispositions concernant les Burundais travaillant déjà dans les pays ayant conclu les accords d'échange de main-d'œuvre avec le Burundi. Dans un instant, nous nous rendons à Ngozi. Un détenu a été sérieusement passé à tabac par un groupe de co-détenus chargés de la sécurité à la prison centrale d'Ngozi. Les détenus indiquent que ce n'est pas du tout un cas isolé, comme ce groupe est soutenu par le directeur de la prison. Eric Nyonzima nous en dit plus. Ce groupe est composé de 70 prisonniers. Ils font tous partie des vulnérables du parti au pouvoir. Ce groupe sème la terreur et persécute les autres détenus dans cette prison et se fait aider dans leur salle besogne par un policier nommé Sezikei. Les informations en provenance de la prison centrale d'Ngozi indiquent qu'à la fin du mois de juillet dernier, ce groupe a sorti un prisonnier du nom de Pascal Baltuanayo de la cellule située dans le dortoir 6, chambre numéro 2. C'est toujours nos sources. Le même groupe a passé à tabac ce prisonnier, le blessé grièvement au niveau de la tête. Des informations confirmées par les défenseurs des droits de l'homme en Ngozi qui font savoir que la victime a dû se faire soigner au dispensaire de la place et est toujours sous traitement. Nos sources à la prison centrale de Ngozi font savoir que ce n'est pas la première fois que ce groupe se livre à de telles barbaries. En effet, au mois d'avril, un autre détenu du nom d'Ezekiel a dû être transféré d'urgence vers l'hôpital de Ngozi après avoir été tabassé par le même groupe. Et les mêmes sources de regretter que tout cela se passe au vu et aussi du directeur de la dite maison pénitentiaire qui préfère ne pas intervenir pour continuer à bénéficier d'une certaine somme lui donnée régulièrement par ses imbonerakure avec l'argent tiré de leur commerce frauduleux des stupéfiants dont le chanvre. Pour le moment, les détenus de la prison de Ngozi demandent que cette persécution cesse. À propos de ces grognes, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre William Mendaizeye, directeur de la prison de Ngozi, pour donner des éclaircissements. Vous saurez que les victimes de ces persécutions ont à maintes reprises saisi les responsables de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH en sigle, mais en vue. Et à Makamba, les habitants des différentes communes déplorent le fait qu'ils ne trouvent pas facilement une ambulance en cas de besoin. Les habitants des communes Vugizo et Makamba signalent qu'il y a eu même des morts parce qu'ils n'ont pas été secourus. Actuellement, la pénurie du carburant empire la situation. Le point avec Marie-Ange Irakoze.
Ils racontent qu'ils ont du mal à trouver une ambulance lorsque la santé d'une personne est dans un état critique. Certains habitants de Vugizo et Mabanda indiquent que depuis le mois d'avril, ils n'ont pas vu une seule ambulance dans leurs communes respectives. Selon cet habitant de la commune Vugizo, un enfant est mort parce qu'il n'a pas été secouru. Depuis avril, aucune ambulance n'a pris cette direction de la commune Vugizo. Les médecins nous l'ont dit clairement qu'ils ne pouvaient pas venir chez nous. Cela nous a poussé à faire des kilomètres et des kilomètres pour transporter nos patients à l'endroit où une ambulance pouvait nous rejoindre en provenance de Nyanzarak. Mais c'est très loin. Les conséquences sont multiples, car il y a un enfant qui y a laissé la vie du fait qu'on n'a pas eu le secours. Ces habitants font savoir que la situation s'est empirée avec la pénurie du carburant. Les femmes enceintes sont parmi celles qui ont le plus souffert selon cet habitant. La province de Makamba compte 6 ambulances. Ces dernières ne sont pas actives pour le moment. Dans différentes communes, la plupart de femmes perdent leur vie dans les derniers jours de leur grossesse. Lorsque ces femmes sont prêtes pour accoucher, elles ne trouvent pas de moyens de transport pour se rendre à l'hôpital. Selon ces habitants de Makamba, même le peu de carburant disponible est servi inéquitablement. Ainsi, ils demandent au gouverneur de la province de faire en sorte que les ambulances soient servies en premier. Le plus choquant dans tout cela est que même quand le carburant est disponible, il n'est pas distribué comme il se doit. Par exemple, sur les stations de Nyanzarak, Mabanda, Makamba et Kayogoro, quand le carburant est disponible, ce sont les policiers chargés de contrôler sa distribution qui l'obtiennent en premier. Ces policiers font semblant de surveiller sa distribution, mais en réalité, ce sont eux qui le vendent de façon frauduleuse. Sur chaque station, on y trouve 4 policiers et plus de 10 Imbonera. Nous demandons au gouverneur de favoriser d'abord les hôpitaux. Nous n'avons pas pu joindre Françoise Ngodzirazana, le gouverneur de la province Makamba, pour de plus amples éclaircissements. Rendons-nous à Rutana à présent. Les employés du service technique de la Sosumo dénoncent les cas de détournement de fonds et du sucre par le responsable de ce service. Ce responsable est accusé de détourner les frais de communication et le sucre destiné aux employés. Le point avec Onésime de Shimagize. Le détournement des fonds de la Sosumo par certains responsables de cette société fait partie des facteurs qui pourront entraîner sa faillite. L'exemple est celui du responsable du service technique Arnaud Nikouzé, accusé par ses subordonnés de détourner l'argent alloué à l'achat des unités de communication de certains employés. Ce qui cause des frustrations au sein du personnel et paralyse les activités de ce service, témoigne un des employés de la Sosumo. Lorsque les fonds de communication sont sortis, ils transitent dans son bureau, mais une certaine somme n'arrive pas au destinataire. Ces derniers sont donc obligés d'utiliser leurs propres moyens, alors que la société a bel et bien disponibilisé de l'argent pour la communication. Nous qualifions son comportement d'acte de sabotage. Hormis le détournement des fonds alloués à la communication, Arnaud Nikouzé est aussi accusé d'extorquer le sucre destiné aux employés du service dont il est responsable. Prenons par exemple une liste de 100 employés qui veulent acheter le sucre. Lorsqu'il constate que 70 employés sont servis, il fait savoir que la quantité qu'il dispose est terminée et il y prend le reste pour lui. Cela cause beaucoup de frustration aux employés victimes d'injustice. Le personnel de la Sosumo indique que ce comportement de certains responsables entrave le bon fonctionnement de la société et demande à la direction générale de la Sosumo de prendre des mesures qui s'imposent à l'endroit des auteurs de détournement. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Aloïs Ndekengulukiye, le directeur général de la Sosumo. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. RPA. Les défenseurs des droits humains s'insurgent contre la persécution et menaces envers les déplacés internes du site de Buraza en province Gitega. Se référant à la législation burundaise, Maître Janvier Wigirimana indique que le gouvernement actuel du parti CNDD-FDD n'a rien de particulier en matière juridique par rapport au gouvernement antérieur pour malmener ses citoyens dans leur pays natal. Suivez à ce propos Maître Janvier Wigirimana.
La situation de ces populations est déplorable à plus d'un égard parce qu'il s'agit d'une catégorie de victimes de la crise de 1993, notamment des rescapés du génocide qui a visé les Tutsis à cette époque. Et nous déplorons donc que le gouvernement du Burundi s'adonne à des actes de déstabilisation de ces populations 30 ans après que ces populations se sont déplacées à l'intérieur du pays. Il s'agit donc d'une catégorie de réfugiés qu'on appelle des déplacés internes, des gens qui ont été obligés de fuir leurs habitations, leurs terres ainsi que les voisins pour s'installer dans d'autres localités dans lesquelles ils avaient été installés par le gouvernement de cette époque. Après 30 ans de calvaire, puisqu'ils n'ont jamais eu justice ni la vérité, le gouvernement n'a aucune prérogative de les obliger de déguerpir les lieux sur lesquels ils étaient installés, sans toutefois leur montrer où ils doivent habiter. En effet, en vertu du principe de la continuité de l'État, le gouvernement en place doit honorer les engagements qui avaient été pris à l'égard de ces populations, notamment par le gouvernement antérieur, à propos de cet endroit où ils avaient été relocalisés. Nous demandons donc que le gouvernement et plus particulièrement l'administration locale puisse cesser ces harcèlements parce que si une expropriation devait avoir lieu, il y a des conditions explicites qui sont prévues par la loi, notamment le code foncier qui doivent être respectés. Mais dans le cas d'espèce, nous pensons que ce sont des voies de fait qui sont entreprises par l'administration et ce comportement n'est pas digne pour l'administration parce que l'administration est là pour protéger la population, non pas pour mener des actes qui déstabilisent, qui violentent d'une manière que ce soit cette population qui devient encore une fois victime des actes de l'administration. Voilà, c'est Maître Janvier Bigirimana, l'un des défenseurs des droits de l'homme burundais. Et 15 magistrats des juridictions supérieures et 25 autres des juridictions de base ont été révoqués de la magistrature burundaise hier par le décret du 10 août 2022 portant révocation de certains magistrats. Selon ce décret, cette révocation tient acte des avis favorables à la révocation de certains magistrats qui ont été donnés au cours de la récente réunion du Conseil supérieur de la magistrature après avoir considéré les dossiers personnels et administratifs de ces magistrats. Le motif de révocation de chaque magistrat n'est toujours pas connu. Et pour clore cette édition, certains agriculteurs de différentes localités du pays s'insurgent contre le communiqué du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, faisant appel au paiement des avances pour l'achat des engrais produits par l'usine FOMI pour la saison culturelle A, année 2023. Ces citoyens exigent d'abord d'être régularisés sur les quantités d'engrais pour lesquelles ils ont payé la totalité de la somme exigée depuis l'année 2021. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. Le versement des avances pour les agriculteurs qui sollicitent les engrais chimiques produits par l'usine FOMI se fait sur un compte de la Poste, COPEC, ainsi que ceux de la MITEC, dans le communiqué numéro 710-3559-2022, sorti ce 10 août. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions appelle les responsables administratifs et agricoles, sur tous les échelons, de sensibiliser les agriculteurs, surtout ceux regroupés au sein des coopératives, pour une meilleure préparation de la saison culturelle A de l'année 2023. Toutefois, certains agriculteurs qui se sont entretenus avec la RPA n'ont pas bien accueilli ce communiqué dans la mesure où ils n'ont pas encore reçu toutes les quantités de fertilisants payées depuis l'année 2021. Celui-ci fait partie des agriculteurs de la commune Mpanda en province de Bubanza. Nos agriculteurs de la localité de Mpanda sont beaucoup inquiets par cette situation. C'est au moment où il y a des quantités d'engrais chimiques que nous n'avons pas encore reçues, alors que nous avons déjà payé la totalité du montant exigé depuis 2021 pour les saisons culturelles A et B. Nous ne savons pas le problème qui serait entre le gouvernement et la société FOMI. Nous demandons donc que cette question soit résolue pour continuer le processus normalement
et enfin de ne pas encore une fois enregistrer des pertes. Même son de cloche pour les agriculteurs de la commune Rugombo en province de Cibitoki. Ces derniers déplorent le fait que même le peu d'engrais chimiques disponibles est distribué à certains grands commerçants qui, par après, les revendent à des prix exorbitants. À ce moment où je te parle, on est en train de distribuer des engrais ici à la coopérative de Rugombo. Pourtant, ce sont des grands commerçants qui en bénéficient au détriment de nous, les agriculteurs, et qui les revendent à 40 voire 45 000 francs le sac. Nous sommes toujours en possession des bordereaux car nous avons déjà remis les jetons. Ils veulent donc que nous continuions à payer de l'argent alors que nous travaillons à perte. Le paiement des avances pour l'achat des engrais chimiques de l'usine FOMI a débuté le 8 août dernier et se clôturera le 21 prochain, comme mentionné dans le communiqué du ministre Deogi Derulema ayant l'agriculture dans ses attributions. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 11 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir.